Bonjour, je suis Olivier Dufay, créateur du site web Rankinfo, cofondateur de Rankimetrics avec Fabien Faceriès et Antoine Carelli. Je suis avec Fabien pour vous présenter comment utiliser notre outil RMTech afin d'améliorer le référencement de votre site en interne, que vous soyez salarié ou propriétaire du site. Pour information, nous avons aussi déjà tourné une vidéo très complète qui était destinée aux prestataires SEO, qu'ils soient agences, consultants ou freelance. Donc vous pouvez très facilement retrouver cette vidéo sur YouTube en faisant une recherche, en tapant agence et consultants SEO, booster vos ventes avec RMTech. C'est le titre de la vidéo. Vous devriez donc rapidement le trouver. Alors sinon, RMTech, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, RMTech, c'est l'outil d'audit technique SEO, que nous avons développé sur notre plateforme MyRankingMetrics avec Olivier et Antoine, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Il s'agit d'un outil en ligne qui permet à chacun d'améliorer le référencement de son site ou, dans le cas des prestataires, celui de vos clients. Alors maintenant, on va vous présenter les 6 points que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, on va voir comment faire un audit technique de votre site pour faire le point finalement sur les performances actuelles de votre référencement. On verra ensuite comment faire du suivi, qui soit mensuel ou alors du suivi pour vérifier que tout est bien OK après chaque modif importante sur votre site web. Ensuite, on verra comment utiliser RMTech dans le cadre d'une refonte de site web. On enchaînera ensuite par comment comparer les performances SEO de votre site avec votre concurrent. Donc c'est ce qu'on verra, c'est ce que nous on appelle des études comparatives face à face. Ensuite, on verra un autre type de comparaison, c'est comment comparer les performances SEO de votre site avec celles de vos concurrents, Et là, on aura la possibilité de faire des études votre site face à 5 autres de vos concurrents. Si vous en avez 4, vous en aurez 4, mais vous pourrez aller jusqu'à un maximum de 5. Et on finira par comment faire une étude des performances SEO d'un panel de sites. Donc ça peut être de votre secteur d'activité ou de différentes filiales de votre groupe. Alors, on va maintenant enchaîner. Olivier, est-ce que tu peux nous parler du premier point qui concerne l'audit technique? Alors, la première fois que vous analysez votre site, vous avez bien besoin d'un audit exhaustif de toutes les URL du site afin de vérifier si tout le socle technique est bien fait. En clair, ça fait partie des fondamentaux du référencement sur Google. Vous devrez donc absolument corriger tous les points qui seront listés dans le rapport d'audit. Pour notre part, on considère que c'est une première étape indispensable, donc parmi ce qu'on appelle les fondamentaux du référencement. S'ils ne sont pas bons, il ne faudra pas vous étonner que votre SEO ne décolle pas. Et par la suite, pour compléter, vous devrez évidemment produire du contenu de qualité, optimiser l'expérience utilisateur, acquérir de bons backlinks, etc., etc. Alors, on va démarrer par un premier audit. Donc, je vais sur la plateforme MyRankingMetrics, je clique sur Audit technique SEO et immédiatement sur Lancer un nouvel audit technique. Je ne vais pas tout vous détailler sur la façon de lancer un rapport d'audit. Disons que on va faire comme ça. Et j'indique le nom de mon site que je souhaite étudier. Je passe à l'étape 3. Je dois indiquer combien d'URL au maximum je souhaite auditer. Moi, admettons ici, je vais mettre 50 000. Et je lance l'audit en validant sur ce bouton.
Pour tout ce qui concerne les options de lancement de cet audit, vous voyez, il y a plusieurs onglets. Je vous invite à consulter une autre vidéo dans laquelle tout a été détaillé. Alors, juste un point quand même important. Là, Olivier a rentré 50 000 URL, mais sachez que si votre site, il en a, si on arrive à en crawler, mettons, 40 000, et ben les 10 000 restantes vous seront bien évidemment recrédités automatiquement sur votre compte. Donc vous ne les perdez pas. Voilà, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis 50 000 parce qu'en réalité, c'est un site qui est censé avoir environ 10 000 pages indexées ou indexables. On va revenir sur ces points-là. Euh, Ici, je sais par expérience qu'il peut y avoir plus d'URL à crawler. Et donc, j'ai pris de la marge en mettant 50 000. On reviendra à la fin de cette vidéo sur la notion de crédit, et notamment des crédits d'URL. Donc, concrètement, je lance pas l'audit immédiatement, je vais le retrouver. De toute façon, je l'avais déjà lancé auparavant. Voilà, et j'accède ici à mon rapport d'audit technique. Alors, concrètement, je ne vais pas tout vous détailler, ça serait un petit peu trop long. On va aller directement à l'essentiel. On a mis au point chez MyRankingMetrics une méthode d'analyse des performances techniques du référencement. Nous l'avons basée sur 8 familles de critères. Donc je vais directement du côté de la synthèse, parce que ici vous remarquez les 8 familles de critères, avec une pastille de couleur qui vous indique immédiatement le degré d'optimisation ou le taux d'erreur. Donc pour chacune des familles, vous voyez que le rapport donne un score de performance, ou un taux d'erreur, c'est selon. Bien entendu, le reste du rapport détaille tous les éléments permettant de corriger les erreurs avec des explications rédigées et les données, bien entendu, au format Excel ou CSV. Alors, Fabien, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces différents éléments et les 8 familles? Pendant ce temps, moi, je vais essayer de dérouler le rapport qu'on a sous les yeux. Alors, si je devais vous présenter les différentes fonctionnalités du rapport RMTech, et ce qui est lié à notre méthodologie, en premier, on va analyser le crawl. Donc sur la partie crawl, c'est là où en fait on va vous lister toutes les URL qu'on a trouvées en code 200, mais également toutes les URL qui sont potentiellement en erreur. Je m'explique. Toutes les erreurs qui renverraient un code 301, 302, 404, 410, des codes 500, etc. On vous liste aussi, on vous permet de retrouver facilement la liste des URL qui font un lien vers une page qui est elle-même en erreur. Donc ça c'est très pratique pour découvrir et aller corriger là où est la source de l'erreur. C'est-à-dire, très concrètement, ici, on voit qu'on a deux sortes d'erreurs. On a des liens internes qui pointent vers des URL qui se font rediriger en 301 ou en 302. Donc au niveau des données externes que vous avez dans Excel, soit ici, vous avez la liste de toutes les URL crawlées, y compris celles qui se font rediriger, mais comme l'a expliqué Fabien, ce qui est très très utile, c'est aussi d'avoir la liste exhaustive de tous les endroits où on fait des liens vers quelque chose en erreur. Donc c'est la deuxième annexe qui est là. Voilà. Dans le point 3.3, c'est là où on va analyser les types MIME et c'est là où on va vous lister tous les liens que vous faites en interne vers des pages, soit du type HTML, PDF, XML ou des images. Ensuite, on vous indique, donc dans le tableau, c'est le tableau de toutes les pages du site sans erreur, avec pour chacune des URL la balise title, la balise métadescription, la balise d'URL canonique. L'URL canonique, si jamais elle est gérée via une entête HTTP. Et la même chose pour les balises MetaRobot, qu'elles soient générées directement dans la page ou via une entête HTTP XRobot tag. Petite précision,
toute cette analyse du crawl respecte scrupuleusement ce que vous avez indiqué dans votre fichier robot.txt, avec la même interprétation que celle de Google. Donc, je résume, on vient de passer la première famille de critères. Quels sont les URL crawlables? Petit aparté, attends, avant de descendre, Olivier, là, sur ce fichier-là, vous verrez, c'est un fichier Excel qui vous liste donc toutes les URL avec les balises title et les balises métadescription. Ça donne des informations très importantes sur la partie sémantique, sur la façon dont vous avez rédigé vos balises title. Petit clin d'œil au passage, quand vous avez besoin, quand vous faites tourner ce genre de rapport sur les sites de vos concurrents, ça vous donne une vision très précise de la stratégie utilisée par vos concurrents sur les balises title et les balises métadescription. Voilà. Je ferme la parenthèse. On enchaîne maintenant avec la partie analyse de l'indexabilité. Donc après le crawl, dans notre méthodologie, on passe à l'indexabilité. Donc là, sur ce fichier-là, cette partie-là, on va vous lister toutes les URL qui sont interdites d'indexation et pourtant les URL vers lesquelles vous avez fait des liens. Donc là, on verra, ensuite on voit la liste des URL ayant une URL canonique qui est différente de l'URL crawlée. En d'autres termes, c'est les deux cas de figure où les pages ne seront sans doute pas indexées par Google parce que d'une façon ou d'une autre, vous indiquez que ce n'est pas la bonne URL ou alors qu'il ne doit pas l'indexer. Donc en fait, on a notre méthode, en tout cas pour toute cette première phase, on a, voyez ça comme une sorte d'entonnoir. On a démarré ici par 8529 URL découvertes. Parmi ces 8529, il y en a seulement 7681 qui sont accessibles correctement, code 200. Donc 7681. On continue l'entonnoir. Sur ces 7681, il y en a seulement, entre guillemets, 6884 qui sont HTML. Donc, on continue. Ces 6884, est-ce qu'elles sont toutes indexables? C'est l'objet de cette deuxième étape de notre méthode. Et donc, on se rend compte, dans mon cas de figure là, que j'en ai quand même, à part les deux interdits d'indexation, j'en ai énormément qui sont crawlés, pourtant avec une URL canonique différente de l'URL crawlée. Au final, on en déduit qu'il y a seulement 2652 URL HTML indexables. Maintenant, une fois qu'on a vu donc la partie crawl et indexabilité, on s'intéresse au temps de téléchargement. Donc là, un point qui est très important à prendre en compte, c'est que c'est bien le temps de téléchargement complet de la page, mais en excluant tout ce qui est JavaScript, CSS et images. Donc en fait, c'est la page nue. On insiste bien sur cette partie-là. Et donc, ici, dans le point 4, on va vous générer des graphiques et des fichiers Excel pour voir la répartition du temps de téléchargement pour chacune des pages. Donc, c'est très important de se concentrer sur cette partie-là pour détecter quels sont les types de pages dont le temps de téléchargement est anormalement élevé par rapport à la limite qu'on vous conseille de ne pas dépasser, qui est de 600 millisecondes. Et encore, quand on dit 600, on est sympa parce que vous devriez même être inférieur. Sachez qu'il est tout à fait atteignable le score de 2 à 300 millisecondes. C'est l'ordre de grandeur recommandé au passage par Google. Donc en donnant à 600, on est déjà large. Sous-entendu, ceux qui sont au-dessus de 600, voire au-dessus de 1000, on considère ça comme vraiment un problème. C'est tout à fait comparable à la valeur indiquée par Google dans Search Console. Il y a quelques exceptions près, par exemple, nous ici on s'intéresse qu'au code aux pages HTML alors que Google inclut tous les formats crawlés, y compris les images, les PDF, les CSS, tout ce que vous voulez. Mais surtout,
vous n'avez qu'une valeur moyenne dans Search Console. Donc pour savoir quelles sont les URL qui prennent beaucoup trop de temps à être téléchargées et qui vous plombent votre moyenne, vous avez besoin d'une analyse ici soit par tranche. Voilà, donc là on se rend compte que ce site il est globalement assez rapide malgré quelques petites exceptions, mais surtout dans le fichier Excel, vous aurez la liste totalement exhaustive de toutes les pages qui sont trop longues. Alors, Étape suivante, après avoir donc analysé le temps de téléchargement, on s'intéresse ici à la profondeur des pages. Donc là, on va vous déterminer le niveau de profondeur maximum recommandé pour votre site selon nos propres algos. c'est-à-dire que la règle des 3 clics, ça n'applique pas forcément à tous les sites, ça dépend évidemment de la taille du site. Donc ici, dans mon cas de figure, on a notre algo qui a recommandé une profondeur maximale de 3. Donc comment j'interprète ce tableau, Fabien? On va regarder les nombres cumulés de pages ou le pourcentage cumulé. Donc ici, le taux d'erreur se situe à 70,85. Et on a donc, comme tu disais, des graphiques. Donc là, on va avoir toute la partie graphique pour bien visualiser le type de problème. Et si on descend, on a évidemment le fichier Excel qui va vous lister pour toutes les pages le niveau de profondeur. L'idée étant ici, c'est bien le chemin le plus court pour accéder à la page. Donc l'idée ici, c'est de se dire quelles sont les pages qui sont dont le taux de profondeur, mon niveau de profondeur est trop élevé, et si jamais c'est des pages qui sont stratégiques pour vous, et bien c'est là où vous avez effectivement un sérieux problème ou une sous-optimisation et qu'il va falloir rapidement corriger. Alors, ensuite, après la profondeur, donc on passe à l'analyse des balises title. Donc là, on s'intéresse à l'analyse des balises title sous l'angle vraiment technique et non pas sous l'angle sémantique. Pour toute la partie sémantique des balises title et des balises métadescription, on vous a montré plus loin dans le fichier 4.2 qu'on avait possibilité de tout lister. C'est pas 4.2, c'est 3.4. Oui, pardon. Donc là, au niveau des balises title, on va vous lister quelles sont les URL de votre site qui ne contiennent aucune balise title ou alors la balise title est vide. On va aussi vous lister 3 types de balises qui sont trop courtes. Ça au passage, pour ceux qui sont venus en formation, pour toute l'optimisation du concept de la longue traîne, vous savez que c'est un problème majeur, ou alors, pour voir ça du côté positif, une piste d'optimisation très importante. On verra aussi inversement les balises title qui sont trop longues. Ensuite, on va vous lister quelles sont les balises title qui ne sont pas uniques, c'est-à-dire qui sont dupliquées sur d'autres pages de votre site. Ensuite, on va vous lister les balises title qui sont, selon nous, suroptimisées. Donc, c'est notamment là, on essaye de détecter les titres qui seraient beaucoup trop bourrins, hein, où on va répéter. C'est fini l'époque où on répétait 2-3 fois un même mot dans une balise title. Et enfin, on va vous lister, même si ce n'est pas une erreur, on vous le met comme un avertissement, le fait d'utiliser votre marque dans vos balises title. Ensuite, on enchaîne sur la partie balise métadescription. Donc là aussi, c'est la même, j'ai envie de dire, c'est le même principe. On va vous lister les balises, les URL qui n'ont pas de balise métadescription, ou alors avec une balise méta vide. Ensuite, on vous listera les URL qui ont une balise métadescription trop courte, avec un mot, 2 mots, 3 mots. Et enfin, on vous listera les URL qui contiennent une balise métadescription qui n'est pas unique, donc qui est dupliquée ailleurs sur le site. Après, on va s'intéresser au contenu des pages.
Donc là, on va s'intéresser aux balises H1 de chacune des pages. Donc là, on va vous lister quelles sont les URL qui ne contiennent aucune balise H1. Dans le point 8.2, c'est un point hyper important, notamment pour tous les sites, pour toutes les pages de votre site qui auraient, selon nous, selon notre algo, trop peu de contenu. Donc ça, c'est un élément primordial pour tous ceux qui luttent, qui combattent ou qui ont fort à faire avec Google Panda. Donc ça, c'est un des éléments assez importants à bien analyser dans le site. Donc là, concrètement, dans notre exemple à l'écran, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement pour le propriétaire, nous n'avons pas trouvé de page trop courte. Sinon, vous voyez qu'on a deux niveaux dans les degrés de notre analyse. Soit elles sont vraiment très courtes, ça veut dire a priori que c'est quasiment des pages d'erreur ou des pages qui sont vraiment prioritaires à corriger. Et ensuite, on a un deuxième niveau de pages qu'on juge sans doute trop courtes. Sans doute pourquoi? C'est que c'est pas simplement par la quantité qu'on juge la qualité d'une page. Cela dit, avec l'expérience, je peux vous dire que vous devriez aller y jeter un œil. Ensuite, on va passer à des points, on va dire, plutôt mineurs du rapport, mais qui peuvent être intéressants. C'est des pages sur lesquelles il n'y aurait aucune mise en exergue. C'est-à-dire où on n'a jamais utilisé soit du gras, soit du bold. Ensuite, on va voir sur le point 8.4. Donc là, c'est la liste des URL non optimales en termes de liens sortants, internes et externes. Donc c'est là où on va vous présenter 4 types d'analyse. Par exemple, le nombre de pages qui ont en tout moins de 5 liens. Donc a priori, c'est pas normal. Ou alors des pages avec en tout plus de 300 liens. Attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément des pages en erreur, mais potentiellement, par notre expérience, c'est souvent des pages qui posent problème. Effectivement, par exemple, pour y revenir avec une page qui contient moins de 5 liens, eh ben c'est une page où il n'y a pas le menu. Donc, C'est 5 liens dans toute la page, en incluant le menu, les barres latérales, le pied de page, le contenu central. En tout, 5 liens maximum. Franchement, c'est qu'il y a. L'expérience nous montre que c'est une erreur. C'est des pages totalement en erreur. Ensuite, les pages qui ont plus de 10 liens externes. On est bien d'accord que c'est 10 liens externes follow. Hein, le no-follow ici est exclu dans cette analyse. Est-ce que ça pose problème pour le référencement? A priori non. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, on ne l'a pas mis dans la colonne erreur, mais dans la colonne avertissement. Avertissement pourquoi? Vous devriez juste aller vérifier est-ce que c'était bien prévu par vous qu'il y ait effectivement plus de 10 liens sortants externes depuis cette page. Et enfin, on termine avec un dernier critère, c'est le nombre de pages avec un ou plusieurs liens internes no-follow. Voilà. Donc, on ne va pas détailler ici, mais sachez que ce n'est pas toujours une bonne idée de mettre des liens no-follow en interne. Ensuite, on va passer sur toute la partie. Attendez, je suis en train de voir. On va vous lister les URL ayant un contenu dupliqué. Là, on s'intéresse aux URL, aux pages qui ont strictement le même contenu qu'au moins une autre page du site. Ensuite, on va voir si jamais il y a des problèmes au niveau des identifiants de session dans les URL. Pareil pour les paramètres de tracking. Et donc, on détermine les conclusions. Ensuite, on va passer au point 9. Et là, en fait, on va s'intéresser aux liens sortants et aux liens sortants externes de votre site, et notamment les liens qui sont follow. Pourquoi on a rajouté cette option
dans le rapport. Selon la loi Google, les amis des spammers sont eux-mêmes considérés comme spammers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est majeur pour chaque webmaster de contrôler régulièrement les liens sortants follow que vous faites de votre site vers d'autres sites pour éviter les foudres de Google. Et cela dit, même pour l'internaute, ici, on se rend compte qu'il y a 3 liens qui pointent vers des 404 et 2 autres vers d'autres types d'erreurs. Je passe les 301 qui pointent vers on ne sait pas encore quoi ici. Tous ces cas de figure peuvent aussi décevoir les internautes. Dans cet exemple, il y en a très peu, mais si jamais ça devient un nombre important, ça va décevoir vos internautes. À chaque fois que vous décevez vos internautes, ça peut envoyer des signaux négatifs captés par Google qui, au final, dégraderont la note de qualité attribuée par Google à votre site. Donc, vraiment, c'est important de monitorer tout ça. Même, regardez, aujourd'hui, vous faites des liens vers une page et cette page redirige vers une autre page. C'est très important de savoir, finalement, quelle va être la page finale. Si pour X raison, le site vers lequel vous pointez, les pages sont redirigées vers d'autres pages qui aujourd'hui posent problème à Google, et bien là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les amis des spammers sont des spammers. Donc, voilà un peu les différents points techniques du rapport. Alors, l'objectif ici n'est pas d'expliquer les problèmes de ce site en particulier, mais vraiment de vous montrer la logique de notre méthode à travers l'exemple du rapport qu'on vient de voir. Encore une fois, c'est vraiment l'idée, c'est de vous guider. Là, ce rapport, c'est juste un prétexte, si vous voulez, pour vous présenter les différents points du rapport. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous verrez que à force, ce rapport il va devenir le fil conducteur des différentes optimisations SEO que vous allez entreprendre sur le site. Et je vais même vous dire que vous gériez le site en interne, intégralement en interne, où vous passiez par une agence web ou un développeur web, l'objectif du rapport, c'est de vous guider et pour améliorer votre référencement étape par étape. L'idée aussi derrière, c'est qu'avec le rapport, ça doit vous donner des indications sur les éléments à traiter en premier. Donc, fini le souci, j'ai envie de vous dire, de ne pas savoir par quoi commencer. Allez, on enchaîne, on va voir la deuxième partie, qui est l'intérêt de faire du suivi avec RMTech. Donc Olivier, si tu pouvais nous présenter ces deux situations. Alors en réalité, vous allez voir, vous avez besoin de faire du suivi dans 2 situations. Première situation, l'audit va servir à valider les corrections que vous apportez au site. Alors, en fonction de la complexité de votre site ou du nombre d'erreurs indiquées dans le rapport, la première fois que vous l'avez lancé, vous avancerez plus ou moins vite dans ces différentes étapes. Alors, vous pouvez décider de corriger tous les problèmes d'un seul coup. Dans ce cas, vous le vérifierez en faisant un nouvel audit. Ou alors, vous vous attaquez à la première étape, vous la validez en refaisant un audit. Vous faites une deuxième étape, vous la validez, etc. Je vous rappelle les étapes. C'est à peu près les 8 familles de critères de notre méthode. Donc au début, on vous conseille de corriger les problèmes de crawl, ensuite d'indexation, etc., etc. Allez-y, étape par étape, laissez-vous guider. Notre méthode, elle vous permettra de valider que les performances SEO ne font que s'améliorer. Deuxième situation, l'audit va vous servir à faire un suivi des performances techniques de votre site au fil du temps en fait.
Alors, je suppose que jusqu'à présent, vous faites un suivi du positionnement de votre site par mots-clés. C'est une très bonne idée. Mais vous avez également, sans doute, vous allez sans doute régulièrement dans Search Console, Google Webmaster Tools, afin de surveiller ce qu'indique Google. Bien, par expérience, vous devriez aussi faire un suivi mensuel des performances techniques SEO via RMTech. Alors justement, Olivier, est-ce que maintenant on a fait exprès un slide pour vous montrer des exemples pourquoi cette phase de suivi, elle est en fait primordiale et elle vous évitera bien des déboires. Alors, vas-y Olivier. Alors, donc on va essayer juste de détailler un tout petit peu ce que vous avez à l'écran. Première situation. Vous ou votre agence web a mis à jour une extension WordPress, en validant qu'elle fonctionne bien. Mais une analyse technique poussée montre qu'en fait, elle a eu un effet de bord néfaste pour votre référencement. Deuxième exemple. Vous êtes plusieurs intervenants sur le site, sans forcément toujours décrire à tout le monde ce que chacun fait. Et donc, ça peut mener à des erreurs ou à des problèmes. Il peut y avoir un intervenant sur le site qui le modifie directement en prod, en production, sans passer par des tests en pré-prod. Donc ça, c'est des problèmes où plus il y a d'intervenants qui forcément interviennent sur le site, et plus potentiellement les erreurs sont importantes et régulières. D'où l'intérêt de vraiment monitorer, tous ces changements et de façon indépendante et régulière. Alors, Olivier, tu peux aussi nous détailler l'autre aspect. Cette histoire de hacking, Là. Voilà, alors dans le hacking, il y a plusieurs façons de se faire pirater son site, malheureusement. Et c'est un peu terminé l'histoire, la période où on faisait apparaître une grosse tête de mort sur la page d'accueil. Ici, l'idée, c'est l'inverse. C'est d'être discret. Et il est possible, j'espère que ça vous arrivera jamais, que votre site se fasse hacker, où le hacker a réussi à inclure discrètement des liens sortants externes suroptimisés vers son propre site. Comme vous l'a dit Fabien tout à l'heure, vous êtes responsable des liens sortants follow que vous faites, donc vous avez intérêt à les surveiller. D'autant plus que votre site est ancien, votre site est de grosse taille, votre site contient de nombreuses pages, ça devient quasiment impossible à faire à la main. Autre exemple, pardon, la lenteur de votre site. On parle ici de la lenteur des pages de téléchargement pour Googlebot, parce qu'on est vraiment concentré sur les aspects SEO. Il est possible que votre site soit de plus en plus lent au fur et à mesure des semaines ou des mois qui passent, sans que vous en rendiez vraiment compte. Avec un suivi de la lenteur du site au fil des mois, vous aurez ces éléments. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il est possible de comparer les performances à un instant T de votre site avec celle d'un instant T-1 ou T+1 comme vous souhaitez. Au niveau des liens sortants externes, eh bien vous pouvez vérifier que tous ces liens sortants externes follow, présents dans vos contenus, pointent toujours bien vers des sites d'une part accessibles et pas redirigés vers d'autres sites qui ne correspondaient plus à ceux que vous vouliez indiquer. Alors, maintenant, oui. Olivier, explique cette histoire de fichier robot.txt. C'est un des éléments majeurs utilisés bien évidemment par Google quand il crawl nos sites. Et c'est un fichier qui est souvent négligé et qui a des conséquences dramatiques sur des sites dont on ne sait pas le contrôler. Alors, il peut arriver qu'un intervenant quelconque, chez vous ou votre agence web, ou peu importe, c'est pas ça le problème, modifie le fichier robot.txt en rajoutant en général des interdictions de crawl pour soit une partie du site, soit un type de fichier, pensant bien faire.
c'est-à-dire en se disant, ainsi on va optimiser notre serveur qui sera moins sollicité. Donc ça peut mener à différents types de problèmes, à savoir des pages qui ne pourront plus être crawlées. Donc ça peut être soit certaines pages dont le contenu ne sera plus crawlé, ça peut être des nouvelles rubriques d'un site, ça peut être la version mobile sera moins bien comprise par Google parce qu'il n'a pas accès à certains fichiers, je pense au JavaScript ou au CSS. Décidément, il y en a des raisons de monitorer régulièrement son site web. Allez, Olivier, tu... Alors, les produits supprimés du catalogue, c'est encore une autre possibilité. Imaginons que depuis votre dernière analyse, depuis votre dernier audit, vous avez retiré des produits de votre catalogue, tout simplement car vous ne les vendez plus. Est-ce que vous vérifiez que ça ne génère aucune page orpheline, c'est-à-dire une page qui existe sur le site, mais sans avoir de lien vers elle, mais que Google connaissait encore? Ou encore pire, des pages de catégorie, des pages de listing, qui indiquent aucun produit n'a été trouvé. Si cette page, elle existe encore, mais elle est vide, eh bien c'est une page de mauvaise qualité. Plus vous en avez sur votre site, plus vous prenez des risques. Allez, parlons maintenant d'un dernier point qui concerne la configuration des URL canoniques, parce que ça, récemment, Olivier Ah t'en a oui, parlé. on en a vu ça, on a vu un exemple. Il y a tout un tas de cas de figure, hein. Vous pouvez configurer les URL canoniques. En général, c'est dans le back-office de votre CMS. Et un changement de configuration peut très bien rajouter ou modifier des URL canoniques. Je vous conseille très fortement de vérifier qu'il n'y a aucune erreur dans la définition de cette URL canonique. Donc là, Olivier vient de vous présenter toute une série de raisons et d'exemples pour qui vous montrent l'intérêt de faire du suivi mensuel avec notre outil. Mais je suis sûr que vous, de votre côté, vous auriez certainement d'autres exemples pour justifier ce type de problème. Allez, maintenant, on va passer à l'étape numéro 3, c'est comment utiliser RMTech pour vous aider à gérer la partie refonte de votre site web sans, évidemment, sans perdre le référencement. Donc ici, l'objectif d'une refonte, évidemment, c'est que le nouveau site soit plus performant en termes de référencement naturel, ou autant performant que la version actuelle. Donc, pour éviter les mauvaises surprises au moment de la mise en ligne de la nouvelle version, vous devez donc avoir vérifié le site en pré-prod, en recette. Et là, ça tombe bien car RMTech sait faire des audits en pré-prod. Alors, juste un point, Olivier. Quand tu parles pré-prod, on est bien d'accord que la pré-prod, comme ça doit être le miroir du site qui va être en prod, il faut que la pré-prod, donc, elle soit le reflet de la prod, et donc le fichier, par exemple le fichier robot.txt de la prod, il doit être équivalent, enfin le fichier robot.txt de la pré-prod doit être équivalent à celui qui est en prod. Donc, partant de ce principe-là, il est ridicule aujourd'hui de gérer sa pré-prod en bloquant l'accès à sa pré-prod par le fichier robot.txt. C'est pour ça que nous, on vous conseille de passer votre pré-prod. Il faudrait que votre pré-prod soit accessible par login et mot de passe. Alors, on va faire un petit aparté en allant justement sur notre plateforme MyRankyMetrics pour voir comment on peut lancer effectivement un audit technique en pré-prod. Quand je clique sur lancer un nouvel audit, vous voyez qu'effectivement ici j'ai une option audit en pré-prod. Je passe à l'étape 2 et outre l'URL de départ qui correspond à une URL sur votre serveur en pré-prod, eh bien ici vous indiquerez un moyen d'accès pour notre outil, qui peut être temporaire, à votre serveur de pré-prod.
Donc ici, je peux avoir par exemple un login et un mot de passe, ou éventuellement, on peut indiquer l'adresse IP du serveur de pré-prod. C'est largement recommandé de sécuriser l'accès à votre serveur de pré-prod par un login et mot de passe pour éviter à tout prix qu'il se fasse indexer par Google. Et à partir du moment où il est protégé derrière un accès login mot de passe, justement, les pages peuvent être exactement dans la même configuration que celles qui seront mises en prod plus tard. Donc il n'y a pas de méta robot no index, il n'y a pas de // slash pour tout bloquer au crawl dans le fichier robot.txt. Alors Olivier, sans plus nous donner de détails sur la partie pré-prod, au passage, je vous signale que Olivier a rédigé un article très bien fait sur la partie refonte de site. Si vous allez tout simplement dans Google, vous tapez Audit RMTech pré-prod, et donc vous aurez accès au dossier écrit par Olivier. Cela étant, Olivier, est-ce que tu peux juste nous donner les différentes raisons à quel moment on a besoin de relancer soit un audit technique sur le site en prod et ou en pré-prod? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, le minimum, vous devez savoir de quel niveau de performance vous partez. Donc, il faut impérativement lancer un audit sur le site actuellement encore en prod. On va appeler ça le vieux site. Le nouveau site est censé faire mieux que ça, ou au moins aussi bien en termes de performance. Donc, dès qu'il est prêt, ce nouveau site, en pré-prod, vous lancez une analyse en pré-prod. À partir de là, on verra si cette nouvelle version du site en pré-prod, elle est parfaite dès le premier coup, il n'y a aucun problème technique découvert sur la version en pré-prod, ou alors s'il y en a. Donc là, selon le nombre de problèmes identifiés, vous devrez refaire des audits en pré-prod, jusqu'à atteindre un niveau de performance optimal ou que vous jugez largement suffisant. Vous aurez ainsi la garantie qu'au niveau technique SEO, votre nouveau site est plus performant que l'ancien. Alors, à chaque fois, sachez que vous pouvez lancer une étude comparative entre le dernier rapport et le précédent. Alors ça, je pense que ça vaut peut-être le coup qu'on aille vous montrer cette fonctionnalité. Je reviens dans la rubrique audit technique SEO et vous allez non pas lancer un nouvel audit, parce que vous l'avez déjà fait. Donc, admettons qu'ici, j'ai lancé un audit technique sur mon vieux site en prod et j'ai lancé un audit technique sur la dernière version en pré-prod que je m'apprête à mettre en ligne. Et bien à partir de là, donc je vais vous montrer où ils sont. Ils sont ici. Ici, ça c'est le site actuellement en prod. Et ici, dev clairnature. etc. Ici, j'ai l'URL du site en pré-prod. Vous cliquez sur lancer une étude, face à face. Vous passez à l'étape 2. Vous voulez comparer quel site? Vous voulez comparer le site en prod au site en pré-prod. Vous validez. Et là, vous mettez analyse de la pré-prod. Vous mettez ce que vous voulez. Vous cliquez sur lancer la comparaison. Et le rapport est instantanément prêt. Et au passage, cette option est gratuite. Donc ici, je vais aller directement sur ce qui m'intéresse, ce diagramme en radar. Ici, nous avons nos 8 familles de notre méthodologie d'analyse. Et pour chacune des 8 familles, on présente le score de performance. Plutôt que le taux d'erreur, on trouve ici plus simple de raisonner en termes de performance. Vous devez avoir un diagramme qui est le plus large possible vers l'extérieur. Première remarque. Deuxième remarque, la version en pré-prod, celle que vous apprêtez à mettre en ligne, est censée être parfaite. Ou en tout cas au moins aussi bonne que la version d'avant. On voit quoi sur ce schéma? On voit que déjà, premièrement, il n'est pas assez bon. Ici, c'est beaucoup trop faible. Et deuxièmement, la version en pré-prod est moins bonne que la version d'avant. Donc ici, c'est pas possible. Là, on ne peut pas mettre en ligne comme ça. Il faut d'abord corriger.
Voilà. Allez, et petit retour d'expérience sur ce type de rapport. On a souvent des clients qui utilisent RMTech pour cette partie-là, et en fait, ils sont souvent très contents d'avoir un outil externe, donc indépendant de l'agence ou du prestataire qui a réalisé le site web, et ça leur permet donc d'être rassurés. Ça veut dire que fini la période où on vous présente un site web et on vous dit croyez-moi sur parole, le site va être mieux que le site actuel, parce que bien souvent, c'est pas le cas. Donc il vaut mieux le mesurer avant de le mettre en prod. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est hyper importante. Alors maintenant, au passage, sur la partie refonte, avec Olivier, on va consacrer, je pense, bientôt une vidéo qui sera exclusivement dédiée à cette partie-là. Alors, en attendant, on va enchaîner sur le quatrième point. Et là, on va enchaîner finalement toute une série de trois types de, de rapports qui sont en fait assez liés. On verra donc le point 4, comment on compare son site par rapport à un concurrent. Alors, on va démarrer par celui-là. À mon avis, vous ne vous rendez pas compte de la quantité d'informations stratégiques que vous pouvez obtenir en analysant votre principal concurrent. Comment faire? Tout simplement, vous pouvez lancer un audit RMTech sur le site de ce concurrent. Qu'est-ce qui vous empêche de choisir l'URL de votre choix au moment du lancement d'un audit? Ici, lancer un nouvel audit. Franchement, vous mettez ici l'URL que vous souhaitez. Ainsi, vous allez pouvoir étudier ces points forts. Donc là, l'objectif, ce ne sera pas trop, parmi les 8 familles de critères, de regarder les points rouges, mais plutôt les points verts. Vous rappelez le fichier qui liste l'ensemble des pages HTML qui répondent correctement au code 200. Eh bien, vous allez le regarder et vous allez apprendre comment votre concurrent a choisi de formater ses titres ou ses balises métadescription. C'est simplement quelques exemples. Ensuite, eh bien, vous utilisez notre option gratuite de comparaison des performances techniques entre deux rapports. Donc là, c'est un peu, ça revient au même, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est l'option un contre un. Alors, on va le faire en direct pour voir. Donc, ici, je clique sur lancer une étude, toujours en face à face. Et sauf que là, eh bien, je vais choisir donc mon propre site, voilà, avec son concurrent principal que je vais prendre par exemple, on va dire que c'est celui-là. Très bien. Et là, on va mettre, je sais pas moi, comparaison avec le concurrent principal. Voilà. Et donc ici, bon, je préfère aller directement à ça pour voir tout de suite. Hein. On se rend compte de quoi? Bah, à première vue, le concurrent il est meilleur. À part sur le temps de téléchargement et légèrement sur la notion des liens sortants externes en erreur ou pas en erreur. Voilà. Voilà. On va pas trop détailler. Non, on va enchaîner avec l'autre type de rapport. Donc là, c'est plus comparer deux sites ensemble, mais c'est de comparer un site par rapport à plusieurs de vos concurrents. Voilà. Donc ici, on va cette fois-ci gagner un peu de temps et pas les lancer. On va plutôt prendre voilà, celui-là. Un qu'on avait déjà lancé. Donc oui. ici, un rapport d'études concurrentielles de notre site par rapport à un groupe de concurrents, des principaux concurrents. Là, vous avez un rappel de toutes les conditions de lancement. Et ici, vous avez de manière assez exhaustive l'ensemble des résultats, des taux d'erreur obtenus pour toujours nos fameux 8 familles de critères. Une façon de voir en synthèse, eh bien, c'est ce schéma où vous notez que
le site, votre site, c'est celui qui est toujours en dernier ici. Et là, vous retrouvez les 8 familles de critères. Donc, comme c'est un score de performance, eh bien, vous devez être le plus large possible. Donc, en un coup d'œil, vous repérez. Ici, tout de suite, on voit que pour la métadescription, on est le plus mauvais de l'ensemble du groupe, etc. Et maintenant, on va finir avec la dernière option, c'est la partie génération de rapports d'études de marché. Alors, les études de marché. Concrètement, ici, vous pouvez, je ne vais pas le lancer en direct, hein, mais pour gagner du temps, mais vous pouvez lancer une étude en sélectionnant autant de rapports que vous voulez, que vous avez déjà lancé avant, hein, on est bien d'accord. Alors, à quoi ça va vous servir? Alors, imaginons que vous fassiez partie d'un groupe et vous souhaitez présenter les performances techniques SEO des sites de vos différentes filiales. Eh bien, vous allez lancer un rapport complet, donc sur, par exemple, on va dire qu'il y a 10 sites de filiales, puis vous générez une étude de marché. Alors, Olivier pourrait juste montrer un histoire exemple, qu'on ouais. voit à quoi ça ressemble, eh bien, ici j'ai lancé une étude avec, j'ai sélectionné 11 sites, qui totalisent tout de même plus de 400 000 URL explorés, et on va regarder. Ici, l'objectif n'est pas de se comparer, hein, c'est globalement quels sont les sites qui posent des problèmes, quelles sont leurs performances. Donc là, encore une fois, vous avez un tableau qui résume tous les scores et un tableau de synthèse qui montre si les performances sont bonnes ou moyennes ou mauvaises. Donc ici, il n'y a aucun vert, donc vous voyez qu'il y a ces sites-là n'ont pas des très bons scores. Donc Olivier, là tout à l'heure, tu as cité le cas d'un groupe qui voudrait faire des études sur une étude de marché sur l'ensemble de ses filiales, mais bien évidemment dans le même style, j'ai envie de vous dire, si jamais vous êtes un comité régional de tourisme ou un comité départemental ou même un office de tourisme, ça peut être très important pour vous de faire une étude de marché sur les performances de l'ensemble des sites membres de votre comité. Bien évidemment, si vous êtes une fédération, une association, un syndicat ou je ne sais quoi, une CCI, ça a aussi son intérêt. C'est la même, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la même logique. Et si on continue, ben, pareil, si vous êtes un franchiseur, eh ben, ça peut être intéressant d'étudier l'optimisation du référencement sous l'angle technique des différents sites franchisés. Donc là, Olivier, je pense que on a fini la partie purement présentation de notre méthodologie et des différents rapports. Juste un point, tous les rapports, on vous les a montrés sous format HTML, mais bien évidemment, montre Olivier que tous les types de rapports, si vous cliquez Alors, sur... je vais reprendre le rapport que vous ferez le plus souvent, hein. On va dire un rapport RM Tech de ce genre. Hein, Ici, sur le bouton d'options, eh bien, vous pourrez le télécharger en PDF. au format PDF. Donc voilà, si jamais c'est plus simple pour vous de transmettre la partie PDF, c'est là où vous pourrez vous en servir. Alors, on va s'arrêter là. Maintenant, Olivier, bien évidemment, la question que tout le monde pose, c'est combien ça coûte tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, Olivier, les différentes formules qu'on propose à nos clients? Alors, pour expliquer ces différentes formules, je vous ai affiché ici une sorte de simulateur. Alors, le principe, c'est que sur MyRankimetrics, pardon, vous avez besoin d'acheter un certain nombre de crédits. Ces crédits vous serviront pour les différents outils que nous vous proposons sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin de vous abonner, vous n'avez aucun engagement, qu'il soit mensuel ou annuel.
Il vous suffit d'acheter ces crédits et vous pourrez les utiliser pour autant de sites que vous voulez. Nous n'avons aucune limitation en nombre de projets ou en nombre de sites. Vous pouvez relancer aussi souvent que vous voulez. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment pressés, qui veulent faire une utilisation intensive, sachez que vous pouvez même lancer plusieurs audits en parallèle en même temps. Au niveau de vos crédits, ils vont être débités à l'URL près. C'est-à-dire que le nombre exact d'URL que nous aurons analysé va être égal au nombre de crédits débités. Donc, vous voyez là à l'écran, j'ai pris un exemple où j'ai 2310 URL. C'est le nombre d'URL qu'on a finalement trouvé en faisant un audit. Si on avait indiqué au niveau du lancement qu'on souhaite analyser au maximum 5000 URL, ce n'est pas 5000 crédits qui vont disparaître de votre compte, évidemment, c'est exactement le nombre d'URL, 2310. Alors, en plus de toutes les données, Excel, hein, vous avez vu que, on vous l'a montré tout à l'heure en détail, hein, vous avez un rapport d'audit qui est, on va dire, prêt à l'envoi si vous devez le transmettre à un collègue. Toutes ces explications, elles ont été rédigées par des experts en référencement français, c'est-à-dire compréhensibles par tous les publics. Et comme on vous l'a montré aussi, tous ces rapports sont disponibles, entre autres, au format PDF, ce qui est très pratique si vous devez les transmettre à un collègue ou à votre supérieur ou à n'importe qui dans la société, ou même éventuellement à votre agence web au passage. Alors, un petit clin d'œil pour tous les anciens participants. On vous a réservé une petite surprise, enfin une petite surprise, vous le savez déjà. Toutes les personnes qui vont déjà assister à nos formations, elles bénéficient d'une réduction de 20% ad vitam aeternam. Alors, je vous ai toujours pas donné les prix, même si vous les avez à l'écran, parce que c'était très important de bien comprendre cette notion de j'achète des crédits et comment ils sont débités. Nous vous proposons 4 formules d'achat de crédit, de 5 000 à 5 millions de crédits. Et vous avez donc les tarifs ici de chaque formule, 99 à 599. Imaginons que j'ai un site de 2310 URL. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé lors de mon premier audit. Quelle formule est adaptée à mon cas de figure? On pourrait dire que la première formule est possible. Effectivement, vous pourrez faire 2 audits de 2310 URL. Ça vous coûtera donc 99 €. Sachez juste que, concrètement, avec 2 audits, qu'est-ce que vous pourrez faire? Un premier audit qui permet d'identifier les problèmes, et un deuxième audit qui permet de vérifier que vous avez corrigé tous ces problèmes. Concrètement, ça risque d'être difficile, en une seule passe, de corriger tous les problèmes. Donc avec la première formule, vous vous rendez compte que vous ne pourrez faire que 2 audits, et une fois que vous aurez corrigé une partie et que vous voudrez faire d'autres audits, eh bien vous devrez racheter d'autres crédits. Et donc ça vous coûtera finalement bien plus cher que de prendre la deuxième formule à 50 000 URL, qui vous permet en théorie de faire en moyenne 22 audits de cette taille. Donc un premier audit pour trouver les problèmes, un deuxième pour corriger une partie, un troisième pour corriger une autre partie, etc. Ainsi que pour faire des analyses de vos concurrents. Et donc vous verrez que 22, dans ce cas de figure, 22 audits sur un an est tout à fait adapté à l'utilisation courante de RMTech. Je pense que Olivier, on a fini cette présentation. Voilà, on vous remercie de nous avoir accordé tout ce temps, en espérant que ça vous a donné envie d'utiliser nos outils. Bon, vous avez compris, on en est très fiers de nos outils. C'est du Made in France, hein. Attention. Bon, je plaisante. Allez, bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour d'autres vidéos.